Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. C'est une porte d'entrée vers les cultures et les civilisations asiatiques en plein cœur de Paris. Je veux parler du Musée des Arts Asiatiques Guimet, fondé en 1889 et qui possède aujourd'hui l'une des plus riches collections d'art asiatique au monde. Dans ce nouveau numéro de Paris Studio consacré aux échanges culturels entre la Chine et la France, nous aurons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec la présidente de ce musée, Yannick Lins, que je vais vous présenter dans un instant. Bonjour Yannick Lins. Bonjour. Et merci de nous accueillir aujourd'hui au musée Guimet, dans la salle des antiquités chinoises. Vous êtes docteur en histoire et vous avez été directrice du département des arts d'islam au musée du Louvre. Vous avez été également commissaire d'exposition et vous avez dirigé de nombreux programmes de recherche. Et vous êtes donc, depuis le 1er novembre 2022, présidente du musée des arts asiatiques Guimet. Le musée Guimet a été fondé à Paris en 1889 par un riche industriel lyonnais, amateur d'art, collectionneur et grand voyageur, donc Émile Guimet. Aujourd'hui, ce musée regroupe d'autres collections, d'autres apports, et il réunit actuellement l'une des plus grandes collections d'art asiatique du monde. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour commencer, un aperçu de ce que représente le musée Guimet dans le panorama des musées d'art asiatique ? Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, ce musée, on le doit d'abord à un homme, Émile Guimet, et le musée porte encore le nom de son fondateur et de son généreux donateur, Émile Guimet. Émile Guimet était un collectionneur comme on pouvait l'être au XIXe siècle dans cette bourgeoisie naissante qui a fait fortune dans le développement industriel. Donc il hérite au milieu du XIXe siècle de l'entreprise de son père en région lyonnaise. Et il faut bien dire qu'il était beaucoup plus intéressé par les voyages et la découverte des cultures extra-européennes, comme on dit parfois. Et donc, Émile Guimet, qui voyagera à travers le monde, a notamment effectivement décidé de donner toute sa collection à l'État, de construire un musée dédié à cette collection et d'en être le premier directeur jusqu'à sa mort en 1918. À la mort de Guimet, ce musée est un musée public, national, qui appartient à l'État. L'État décide de restructurer complètement ces musées nationaux et, ça n'est pas anodin, décide de créer un musée national des arts asiatiques qui est ce musée Guimet, qui, du coup, va réunir toutes les collections d'art asiatique conservées à Paris, dans les grands musées, au Louvre, au fameux musée indo-chinois notamment, et s'accompagne aussi de grandes donations. Aujourd'hui, ce musée est l'un des 4 grands musées d'art asiatique au monde, et en Europe, le plus grand musée d'art asiatique. Alors, vous avez évoqué les voyages d'Émile Guimet, qui a circulé essentiellement en Asie, je crois. Il est passé par la Chine, même si ce n'est pas le pays dans lequel il est resté le plus longtemps. Est-ce que vous pourriez nous revenir peut-être sur cet épisode et surtout sur ce qu'il a rapporté de Chine et qui se trouve aujourd'hui au musée Guimet ? Oui, vous avez raison. Émile Guimet a voyagé en Asie. Alors, il a voyagé 2 mois en Chine. Il a aussi été au Japon, il a été en Inde, bien sûr, il a été à Singapour. Donc, il a voulu explorer l'Asie. Et son contact avec la Chine est intéressant. Il faut bien dire que la curiosité d'Émile Guimet, arrivant en Asie et en particulier en Chine, était autant de découvrir les objets qu'il avait commencé à collectionner dans son panthéon bouddhique et de manière générale sur ses œuvres témoignant des religions d'Asie, au mode de vie. Enfin, c'était aussi une découverte, je dirais, de voyageur qui a envie de comprendre la société dans laquelle il est, le pays dans lequel il est. Un voyage bref qu'il n'aura pas la chance de refaire, un voyage de 2 mois à peu près, mais qui le marqueront définitivement, à tel point que
quand il rentre et qu'il développe le musée Guimet à Paris, il décidera, même si à l'époque c'est un musée de l'histoire des religions, il décidera pourtant d'y mettre aussi une galerie de porcelaine, ce qui montre combien ce voyage l'a marqué. Oui, alors on voit très bien que dans l'évolution de ce musée, qui devait être un musée consacré aux religions, comme vous le disiez, peu à peu, ce musée a évolué vers un musée portant sur les civilisations asiatiques. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler du musée Guimet sans évoquer le développement de la sinologie française. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette relation entre Guimet et la sinologie française, et également sur la manière dont l'existence de Guimet a permis d'entamer un dialogue avec la civilisation chinoise? Alors, c'est vrai que dans les collections, la Chine est prépondérante. On a sur 60 000 œuvres aujourd'hui à peu près conservées au musée, et je ne parle pas de la collection photographique pour laquelle la Chine a aussi sa place, mais simplement pour les œuvres, la Chine se représente 20 000 œuvres, ce qui est énorme. Et donc, oui, Guimet a été central pour l'ensemble des chercheurs qui s'intéressent dès le début du XXe siècle aux études chinoises, qu'elles soient artistiques, littéraires, culturelles, historiques. Et je dirais que c'est aussi pour moi une particularité de ce musée, et que je veux évidemment poursuivre et développer, c'est qu'un musée, c'est un lieu de découverte et de plaisir pour le plus grand public, mais c'est aussi un lieu de recherche et un lieu qui doit cristalliser la recherche, la réflexion, le regard sur ces cultures chinoises. Eh bien, j'ai aussi envie, pour perpétuer cette grande tradition de l'invitation à de grands sinologues ici au musée, de refaire à l'auditorium un lieu de débat, un lieu de diffusion des idées. Oui, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une passerelle avec l'Asie. Et à une époque où justement il y a des tensions dans le monde, c'est aussi une manière de favoriser l'inclusivité, la paix, toutes ces notions, toutes ces choses indispensables aujourd'hui à protéger. Oui, je suis absolument convaincue qu'on a un rôle déterminant à jouer dans une époque où on aime, dans nos médias souvent, parler de choc des civilisations entre l'Est et l'Ouest, et que nous sommes de fait dans des périodes de tension mondiale. La chance des musées, d'un musée de civilisation comme le musée Guimet, c'est de voir les choses sur le temps long, et de montrer que finalement, sur le temps long, ce rapport de civilisation est davantage un dialogue qu'un conflit, puisque sur des millénaires, nous voyons à travers le témoignage des objets d'art qu'il y a eu des circulations d'objets, des imitations et des fascinations par les artistes, que ce soit les artistes européens très tôt fascinés par les objets chinois qui leur arrivaient, et puis l'histoire de l'art montre combien la Chine a été autant fascinée par l'Europe que par le Moyen-Orient, par l'art iranien. Si l'orfèvrerie existe aujourd'hui en Chine, c'est bien parce qu'ils ont voulu imiter l'orfèvrerie iranienne. Donc, les civilisations démontrent qu'elles sont en dialogue permanent les unes avec les autres. Et je pense que nous avons une vraie responsabilité aujourd'hui en tant qu'institution culturelle, et en particulier de musées qui conservent les témoignages, oserais-je dire, vivants de ces dialogues, de les montrer au public, de les expliquer, de les révéler. Parce que ce temps long du dialogue des civilisations est évidemment moins connu que le temps court des quelques semaines que les médias promeuvent et qui peuvent aussi, auprès de chacun d'entre nous, déformer la vision d'une réalité.
L'ancienne présidente du musée Guimet, Sophie Macarieux, disait que les objets culturels chinois à l'étranger sont les ambassadeurs de la civilisation chinoise. Je vous laisserai réagir sur cette citation. Les objets sont de toute façon des ambassadeurs et les musées sont des lieux où les civilisations échangent. On a un petit peu parlé de ça précédemment. Est-ce que vous pourriez nous parler du rayonnement de la civilisation chinoise et de ses apports grâce justement à ces objets en France et dans le monde ? Alors, si on essaye de voir concrètement comment l'art chinois a pu fasciner l'Europe, je dirais qu'elle l'a fasciné de deux manières. Elle a fasciné les artistes d'abord, et puis elle a fasciné les collectionneurs. Alors, les artistes, on le voit dans de nombreux domaines. Il suffit par exemple d'aller à la manufacture de Sèvres, qui a été la grande manufacture royale de production de céramique et de porcelaine française, pour voir combien, alors à la fois la technique de la porcelaine a évidemment fasciné ces artisans européens, et puis l'imaginaire, les scènes de genre, les portraits. Et ça se poursuit jusqu'aux peintres français, voilà, les impressionnistes, les pré-impressionnistes. Donc on le voit dans toute une série d'objets, les tapis, les textiles. Et ça commence très tôt, dès le 7e, 8e siècle, on se rend compte, et l'archéologie le prouve, puisqu'il y avait ce grand commerce des routes de la soie, mais aussi le commerce maritime qui arrivait vers le golfe Persique et qui irriguait tout le Proche-Orient, puis la Méditerranée. Donc cet imaginaire chinois se constitue en Méditerranée et en Europe et va nourrir les artistes jusqu'à aujourd'hui. Et puis les collectionneurs, ça n'est pas à négliger non plus. Donc on a de multiples sources d'entrée, de témoins de cette fascination de l'Europe pour la Chine. Les musées ont connu un développement spectaculaire en France à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. En Chine, le musée a été introduit au XIXe siècle et il a connu lui aussi un boom, mais beaucoup plus tardif, au cours des dernières décennies. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'évolution de la muséologie dans ces deux pays ? Alors, c'est tout à fait intéressant de comparer ces deux pays sur le modèle du musée, parce que d'une certaine manière, on peut considérer que la naissance du musée est un concept européen qui naît avec l'époque des Lumières et se déploie en Europe à travers cette utopie des musées encyclopédiques. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde à l'échelle du monde et de la situation des musées dans le monde, la Chine est sans doute, à mon avis, le pays qui développe le plus et de la manière la plus moderne ces musées. Et pour moi, c'est évidemment une source d'inspiration et d'intérêt que d'observer cette innovation chinoise sur ce qu'on appelle parfois la muséologie, parce que nous, en Europe, on a besoin aussi de réinventer le musée. C'était vrai avant le Covid, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. On a besoin de réinventer le rapport au public, la manière de montrer les œuvres, la manière de raconter les histoires à partir des objets. Et je me rends compte qu'on a en Europe, et les musées américains qui finalement s'inscrivent dans le sillage des musées européens, ont plus de mal à sortir finalement de leur héritage du XIXe siècle, de ces musées encyclopédiques, pour en faire des musées accessibles, accessibles aux jeunes, au grand public. Et
Et je trouve que la Chine, là, est en train de réussir quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui est fascinant aussi, évidemment, c'est le nombre de musées qui ouvrent quasiment tous les jours. Nous, on doit s'adapter dans un bâtiment qui n'a jamais été conçu pour être un musée. Et il faut faire avec. Et la chance des musées chinois, c'est qu'ils sont quasiment sur mesure. On crée le bâtiment en fonction de ce qu'on a envie de faire du musée. Et puis également en matière de technologie. Oui, c'est-à-dire qu'ils emploient justement toutes ces technologies qui permettent des expériences immersives avec l'usage de la 5G, de la réalité virtuelle, etc., qui enchantent le public et qui est quelque chose vers lequel les musées en général ont tendance à essayer d'aller. Oui, et moi je suis absolument d'accord et je suis convaincue de l'innovation des musées en allant vers ces nouvelles technologies. Parce que ces nouvelles technologies permettent cette capacité extraordinaire qu'on appelle en effet l'immersion. Et moi, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans les musées. J'ai toujours été interpellée par la difficulté de mettre en relation un objet et un individu. Ça ne va pas de soi. On ne ressent pas comme ça spontanément la compréhension d'un objet qui a 7000 ans et qui vient d'un contexte exotique que l'on ne connaît pas. Et c'est vrai que ces technologies numériques qui permettent tout à coup de contextualiser les objets, de raconter des histoires comme au cinéma, d'être interactif avec ces réalités augmentées, j'en suis convaincue, c'est l'avenir et voire la survie de nos musées. Donc on le fera ici à Guimet. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi, quand je disais que les musées chinois me servent de source d'inspiration, c'est clair que c'est vers l'Asie dans sa globalité. La Corée est aussi un pays intéressant dans ses innovations, mais c'est vrai que l'importance aujourd'hui de la création des musées chinois et cette émergence partout dans chaque ville de nouveaux concepts de musées, à mon avis, pourra nous inspirer clairement sur les choses à faire ici, dans nos vieux musées européens. Alors, il y a plusieurs acteurs qui contribuent à faire vivre les musées et notamment à enrichir leur collection. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Notamment, justement, je pensais à la philanthropie et au mécénat qui sont très importants pour la vie des musées. Oui, en France, nous sommes habitués à un modèle qui est celui du musée public, qui appartient à l'État ou qui appartient à des villes, et parfois, du coup, je dirais un peu replié sur son propre système, contrairement à ce qui se fait dans tous les musées anglo-saxons et ce qui peut se faire aussi en Asie. Et arrivant à la tête de ce musée, convaincu qu'il faut que le musée vive un tournant historique dans sa place dans le monde, dans son engagement vis-à-vis de la jeunesse. Pour moi, il est aussi important de connecter ce musée à un réseau. Alors certes à des réseaux de musées avec des collègues, mais aussi à un réseau de gens amoureux du musée. Et c'est justement le thème d'une nouvelle exposition qui vient de s'ouvrir au musée. Je vous propose tout de suite de regarder notre reportage tourné le jour de l'inauguration de cette exposition. Dernière retouche avant l'ouverture d'une exposition pas comme les autres au musée Guimet à Paris. Pour célébrer le centenaire de la Société de ses amis, le musée convie le public à découvrir l'envers du décor, ceux qui ont contribué à faire de Guimet l'un des plus grands musées d'art asiatique au monde. Et ce qui nous intéressait, c'était de présenter le résultat de cette association, de cette collaboration entre un musée national et ses mécènes,
depuis un siècle. Donc l'exposition présente à la fois un choix d'archives et quelques des œuvres, à peu près 250 œuvres qui ont été acquises grâce à la Société des Amis. Et donc ici, vous en avez un choix très sélectif et d'autres pièces sont encore présentées à l'intérieur du musée dans les salles d'exposition permanentes. Parmi ses amis, des donateurs, des collectionneurs, des collaborateurs, des scientifiques et des mécènes, désireux de participer à l'enrichissement des collections grâce au financement d'acquisition ou de restauration d'œuvres. Les Amis de Guimet sont un groupe de passionnés d'art d'Asie, des amoureux du musée Guimet, qui se sont formés en 1923 et qui œuvrent sans relâche, avec détermination, grande énergie, aux côtés du musée pour l'accompagner dans ses acquisitions et ses projets de restauration, et également rendre visibles à l'international les collections du musée. Parmi les œuvres exposées, des chefs-d'œuvre incontournables, comme cette pièce de l'époque Wei du Nord, un musicien qui joue de la sitartine, acquise en 1938 grâce aux Amis. Un livre, conçu autour d'archives jusqu'alors inexploitées, est également publié pour le centenaire. Et parce qu'un anniversaire sans cadeau n'est pas un anniversaire réussi, la Société des Amis offrira pour ses 100 ans ce bronze tibétain du XVe siècle qui viendra enrichir les collections du musée grâce à une campagne participative de dons. Nous sommes très excités à l'idée d'ouvrir une nouvelle page avec ce centenaire. De 17 membres en 1923, la Société en compte aujourd'hui près de 1500. Donc nous espérons doubler le score pour ce prochain centenaire. L'objectif, c'est de lever encore plus de fonds pour le musée, pour ses acquisitions. C'est de développer encore plus le nombre de membres, non seulement en France, en Europe, mais à l'international. C'est faire venir de plus en plus de jeunes avec nous, parce qu'il faut transmettre et ça se prépare. Donc c'est un petit peu les objectifs que nous avons pour l'instant, pour les prochaines années. Les musées français peuvent se réjouir de la présence d'œuvres venues d'Afrique ou encore d'Asie. Toutefois, aujourd'hui, une réflexion s'impose sur l'origine de ces pièces, dont certains sont le fruit de pillages. Est-ce que vous pourriez nous faire partager votre regard sur ce point et aussi nous parler éventuellement des efforts qui sont menés, notamment, je crois, conjointement par la France et la Chine, pour lutter contre le vol, les fouilles clandestines, la circulation illicite d'objets culturels? Alors moi, je trouve très bien que cette question de l'origine des œuvres qui rentrent ou qui sont rentrées dans les musées vienne au premier plan de la préoccupation des musées et des pays qui sont souvent les pays pourvoyeurs, je dirais, des collections de musées occidentaux. Après, une fois qu'on dit ça, ce que je trouve dommage, c'est que, comme souvent à notre époque, on rentre très vite vers la simplification. Moi, je pense qu'il faut vraiment laisser cette question aux professionnels. Ce que je peux vous dire par rapport au musée Guimet et à la réalité globale de l'origine des collections, et notamment des collections chinoises au musée Guimet, plusieurs choses. La première, nous sommes absolument vigilants sur l'origine des œuvres et sur les collections acquises anciennement au musée Guimet. On me pose souvent la question et parfois en regardant sur Internet certains réseaux, on a le sentiment parfois que le musée Guimet est un musée qui a pillé ses collections. Et là, autant je veux lutter contre le pillage et y mettre toute l'énergie qu'on pourra avoir pour lutter contre ça, autant je ne peux pas laisser dire que le musée Guimet est un pilleur. Il y a toujours eu, dans l'acquisition de ces collections, avant même que l'on parle de cette question morale de l'origine des œuvres, il y a toujours eu un respect par les scientifiques, par les voyageurs. Tous ces gens-là
ont d'abord respecté le patrimoine en place et quand ils ont ramené des objets en France et au musée Guimet, il suffit de lire le détail de ces voyages pour se rendre compte qu'ils étaient plutôt dans des missions de sauvetage. Et je pense qu'il faut aussi, à l'heure où nous dénonçons tous le pillage du patrimoine, nous devons aussi nuancer l'histoire de la constitution de ces collections et notamment au musée Guimet. Alors l'année 2024, l'année prochaine, sera très importante pour les relations entre la France et la Chine puisqu'elle marquera le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, mais aussi l'année du tourisme culturel franco-chinois. Donc ce sera l'occasion de nombreux échanges sur le plan culturel auxquels les musées prendront une part active. D'après vous, quels pourront être les bénéfices pour les musées français et chinois de ces échanges ? Alors je pense qu'une telle célébration, 60 ans en plus, c'est pas n'importe quel chiffre dans la culture chinoise, nous devons chacun nous en emparer et je pense que nous en emparons chacun vu la manière dont on développe les projets à venir et clairement 2024 sera peut-être à Paris l'année des Jeux Olympiques mais sera surtout pour le musée Guimet, une année chinoise avec notamment une très grande exposition que nous préparent nos amis chinois sur la dynastie Tang et qui permettra non seulement de valoriser notre propre collection permanente, mais aussi de découvrir les trésors et les découvertes archéologiques récentes sur la dynastie Tang en Chine. Assortie à cette exposition, il y aura toute une programmation à l'auditorium avec sans doute une création mondiale du musicien Tan Dun qui vient d'être nommé ambassadeur culturel pour la culture chinoise à l'UNESCO. Et puis, une chose qui me tient à cœur aussi, et j'en parlais avec les collègues de Shanghai la semaine dernière, j'aimerais beaucoup aussi, dans les collections permanentes, inviter les musées chinois ou certains musées chinois à présenter pendant une année, l'année 2024, 3 ou 4 trésors de leur musée. Et de se dire, on veut venir voir les musées chinois à Paris, eh bien on vient au musée Guimet et ils ont leur vitrine avec quelques trésors. Donc là, vous passez un message. Voilà. Et puis, autre idée aussi sur laquelle on a commencé à travailler, il faut bien sûr que on sente dès l'extérieur du musée qu'il y a une année chinoise au musée Guimet. Et je pense que c'est important aussi vis-à-vis des jeunes, autant de la jeunesse chinoise que de la jeunesse française, de montrer dès l'extérieur du musée la présence de la créativité contemporaine chinoise, que ce soit autour de l'art contemporain, du design aussi. Voilà, donc on a un projet aussi de vitrine de la créativité chinoise dès l'extérieur du musée et dès l'entrée du musée. Pour finir cette émission, peut-être avez-vous un message à faire passer, un autre message à faire passer à l'occasion justement de cette année 2024 qui sera en principe très fructueuse en matière de relations culturelles avec la Chine ? J'aimerais que 2024 ne soit pas le point d'arrivée de cette relation franco-chinoise, mais qu'elle puisse être le point de départ de multiples projets en commun, parce que nous avons et nous aurons, j'en suis sûre, dans les années qui viennent, à écrire de belles histoires ensemble de ce qu'est cette fascination réciproque et séculaire entre la France et la Chine. Merci Yannick Lins. Merci à vous. Échanger avec nous sur justement ce dialogue entre les musées et entre la France et la Chine. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.